Et je vais aborder avec vous aujourd'hui, donc mon seul truc c'est ça, faut que j'y arrive avec ça. Je vais aborder avec vous aujourd'hui ce qui est en train de se passer de nouveau dans le déficit immunitaire et ça bouge beaucoup. Pour beaucoup de choses, vous allez me dire que ça ne me concerne pas, mais vous allez comprendre qu'au bout du compte, ça va quand même vous concerner. Et puis pour d'autres, ça vous concerne vraiment précisément. La première chose, je vais lister un peu ce que je veux dire. La première chose dont je vais vous parler, c'est les nouvelles techniques pour trouver les gènes. Ce qu'on appelle notamment le whole exome sequencing. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Et le docteur, j'ai oublié son nom, juste avant, Don Vin, voilà, merci. Donc le docteur Vin vous a parlé de l'hérédité, mais là, on va parler un petit peu des gènes, on va aller plus à l'intérieur, et je vais vous expliquer comment ça se passe, et je vais vous expliquer les conséquences que ça aura pour vous dans le futur, et ça, on aura. La deuxième chose que je vais aborder, c'est ce qui s'est passé en Ontario il y a 2 semaines, qui est le dépistage néonatal des déficits immunitaires graves. Je vais vous expliquer pourquoi c'est bien, en quoi ça nous concerne et comment ça va se passer au Québec si jamais on arrive à faire bouger les choses. Après, je ferai une revue un peu de tous les nouveaux traitements qui sont en train d'arriver et de toutes les nouvelles publications qui ont été faites sur les nouveaux traitements dans les déficits immunitaires, que ce soit pour traiter les maladies auto-immunes et ce qu'il y a de nouveau dans les immunoglobulines. Okay, c'est les 3 gros chapitres. Donc on commence avec le whole exome sequencing. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour trouver 99% des déficits immunitaires, si ce n'est 100%, disons 100%, ce sont des maladies génétiques. C'est sûr. Quand on a un déficit immunitaire, très souvent, on est né avec. C'est dans nos gènes. Alors vous allez me dire, mais si c'est dans nos gènes, pourquoi on ne l'a pas quand on est tout petit? C'est prouvé, il y a des maladies où on les a en soi, c'est dans nos gènes, mais la maladie s'exprime au bout d'un certain âge. Par exemple, si le gène, il va dire à la cellule, tu sais quoi, moi je suis capable d'en faire un peu, mais pas trop, au bout d'un moment je vais m'épuiser, c'est tout à fait possible, eh bien la cellule, elle va fonctionner, le système immunitaire, il va fonctionner pendant 20-30 ans, et puis au bout de 30 ans, game over, et tout va décliner, et c'est fini. Et ça donne un déficit immunitaire à 30 ans qui est génétique. Il était né avec, la personne était née avec. Donc, on considère aujourd'hui que quasiment 100% des déficits immunitaires sont génétiques. Il y a juste une seule publication à vie dans l'histoire de la médecine récente qui a montré qu'il y avait des formes auto-immunes où c'est vraiment, il n'y avait pas de gène à l'intérieur, mais restons simples, c'est génétique. Donc, puisque c'est génétique, chacun d'entre vous dans cette salle, qui êtes des patients pour beaucoup d'entre vous, et qui avez un déficit immunitaire, c'est qu'il y a à l'intérieur de vous un gène où il y a quelque chose qui ne va pas. Alors pourquoi on ne le trouve pas? Parce que les techniques qu'on avait avant pour trouver les gènes, elles n'étaient pas aussi performantes que maintenant. Avant, pour trouver un gène, comment on faisait? On se disait, alors, j'étudie le malade. Le malade en question, je prends un exemple de maladie, c'est lymphocyte T 0. Ok, c'est lymphocyte T 0. Qu'est-ce que je connais, moi, dans la science, qui fait que c'est important pour le lymphocyte T? Parce que les choses qui vont être importantes pour le lymphocyte T, c'est là que je vais aller chercher le gène malade. Et on s'est mis à regarder les protéines qui étaient importantes pour le lymphocyte T, et comme ça, par hasard, on a trouvé le gène en question, et on était content. Regarde, l'interleukine 7, c'est important pour un lymphocyte T, donc peut-être que le gène qui code pour le récepteur à l'interleukine 7, il va donner ce déficit. On est allé chercher, et on a trouvé. Super. Ça s'appelle l'approche du gène candidat. On avait un candidat logique. Ok? Ensuite, l'autre approche, on s'est dit, il y a des familles qui sont absolument, c'est triste pour elles, il y a beaucoup de malades dans la famille, mais pour nous, généticiens et chercheurs, c'est génial parce qu'on a dans la même famille 2 cas malades, un cas sain, la grand-mère qui est malade, plus 3 cousins, ils sont tous mariés entre eux, c'est comme ça. Et du coup, il y en a qui sont malades, qui ne sont pas malades, et je n'ai pas de jugement de valeur, on aime les gens, on se marie avec les gens qu'on aime, il n'y a aucun problème, mais ce sont des familles consanguines ou pas, mais il y a plusieurs cas dans la famille, et ces familles-là ont permis un progrès incroyable pour découvrir des gènes, parce qu'il suffisait de regarder à l'intérieur de plusieurs gènes candidats, lesquels avaient les mêmes mutations chez les patients, alors qu'ils n'avaient pas les mêmes mutations chez les sujets sains. Et grâce à cette approche-là, donc l'approche où on marche sur les gènes en utilisant des familles intéressantes, entre guillemets, intéressantes pour les chercheurs, alors cette approche-là a permis de trouver plein d'autres gènes. Au total, quand on a fait, ça c'était dans les années de 85 à 2002, on va dire, on a trouvé plus que 150 gènes des déficits immunitaires. Donc plein de maladies ont un gène, le syndrome de Wiskott-Aldrich, tous les SCID, les XLP, puis on en a trouvé. Mais il en manque plein. Il y a plein de malades qui ont des déficits immunitaires soit originaux, vraiment il n'y a qu'eux qui sont comme ça, soit
très commun, il y a encore, et je vais en parler, du Common Variable Immunodeficiency, du déficit immunitaire commun variable, qui concerne la majorité des patients. C'est environ 60% des déficits immunitaires qui sont ce fameux CVID, okay, Common Variable Immunodeficiency. Et bien eux, là, on ne trouve pas leur gène. Donc c'est quoi le problème? Alors justement, pourquoi on ne trouvait pas? Ceux où la maladie, elle est très rare, genre il y a 10 cas dans le monde. Déjà, c'est beaucoup d'argent à investir pour trouver le gène de 10 cas. C'est plusieurs millions de dollars pour trouver un gène. Donc, il y a une question de budget. Et puis, on cherche quoi exactement là? Tous les gènes connus, ils ont déjà été trouvés. Alors, le malade, il a tel truc-là qui est super rare. Il a les lymphocytes T qui ne vont pas, les cellules NK, ça ne ressemble pas à cette maladie, ça ne ressemble pas à celle-là, c'est un casse-tête. Mais bon, ok, une fois qu'on a dit ça, on cherche quoi exactement? On n'a plus de candidats. Ça, c'est pour les maladies rares. Puis pour le Common Variable Immunodeficiency, on a déjà cherché les gènes candidats et on n'a rien trouvé. On a essayé, on dit mais c'est pas possible, il y a plusieurs milliers de malades, s'ils ont quelque chose en commun, on va le trouver. Eh bien on n'a pas trouvé parce qu'ils n'ont pas quelque chose en commun. Il est très probable que dans les Common Variable Immunodeficiency, ce grand sac où on a mis plein de patients, et je vous rappelle un peu c'est quoi le Common Variable Immunodeficiency, c'est la majorité d'entre vous, c'est un déficit immunitaire pas si grave, où on a une hypogamma, les IgG sont basses, où on a du mal à répondre aux anticorps. On fait le diagnostic en moyenne vers 24 ans, on peut le faire à 3-4 ans, à 12 ans, à 15 ans, à 50 ans, mais en moyenne, si on prend la population, on le fait vers 23-24 ans. C'est très frustrant parce que les gens disent « mais attendez, je ne comprends pas, avant j'étais pas malade, j'ai commencé à faire mes sinusites à 15 ans, et puis oui, c'est exactement ça, le Common Variable. » Et on s'est dit que tout ça, c'était la même maladie. Sauf que ce n'est pas la même maladie. À l'intérieur de ce groupe, il y a probablement plein de gènes différents. Et s'il y a plein de gènes différents et qu'on a cru qu'ils avaient tous le même gène, ben on ne pouvait pas trouver. Okay, et donc, il y a un gros défi pour trouver ce gène-là. Alors, il y a une nouvelle technique. Cette fameuse technique, c'est le Whole Exome Sequencing. En anglais, ça veut dire on séquence tout l'exome. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est super intelligent. C'est complètement dingue. Au lieu de dire on va chercher là où on sait, on va dire vous savez quoi? On est fatigué de chercher là où on croit savoir. On va tout séquencer. Tout. Voilà, c'est idiot. Vous allez dire, mais c'est dingue, parce que tu vas trouver plein de trucs. Ben, c'est exactement ça, c'est dingue. Et on se retrouve, je vous jure, on l'a fait, nous, chez 15 malades. On se retrouve pour un malade avec des millions d'anomalies génétiques. Et donc, on est en train de chercher une aiguille dans une botte de foin. Des millions d'anomalies génétiques. Alors, comment on avance? Ben, grâce à des techniques informatiques, on reséquence les gènes plein de fois. En gros, on séquence les gènes par petits morceaux, plein de petits morceaux, puis on les aligne les uns avec les autres. Et après, c'est des logiciels informatiques qui tournent, puis qui séquencent, jusqu'à dire, vous savez quoi, là, cette mutation qu'on a trouvée, là, d'abord, on est sûr qu'il y a une mutation. Et deuxièmement, quand on compare à 1500 autres personnes chez qui on a déjà tout séquencé, puis qui n'ont pas un déficit immunitaire, elle est particulière. Et donc, on dit, ah ok, alors maintenant, ça devient lui le candidat. Il code pourquoi? Protéine ZW50X, inconnue, on ne sait même pas à quoi elle sert. Donc on ne serait jamais allé la chercher avant, on ne savait même pas à quoi elle sert. Et puis il se trouve que cette protéine ZW50X, pour certaines maladies, c'est grâce à ça qu'on a trouvé le déficit immunitaire. Donc c'est la recherche à l'envers. On ne sait pas ce qu'on cherche, mais on cherche tout. C'est un travail monstrueux, c'est un travail collaboratif, plusieurs équipes, plusieurs pays. On a quand même plus de chances de trouver si on a plusieurs malades. Et puis c'est un grand casse-tête. Moi je me suis déjà retrouvé devant un tableau Excel où il y avait les anomalies, et à la fin vous avez mal au ventre. Parce qu'il y a des anomalies partout. Ah ouais, lui, ça collerait. Tu ne sais plus où tu vas parce qu'il y a plein de gènes anormaux. Mais en faisant ça, les chercheurs se sont donné un nouvel outil. Et depuis les 5 dernières années, je vais dire qu'il y a quoi? Une vingtaine de nouveaux déficits immunitaires qui ont été trouvés par cette technique. Et je vous promets que dans les 10 ans qui viennent, le Common Variable Immunodeficiency, là, on va finir par trouver, grâce au Whole Exome Sequencing, c'est quoi les gènes. Parce qu'on va se mettre à séquencer tous les malades. Et puis même si on croit qu'ils se ressemblent, c'est évident que si on prend 1000 Common Variable Immunodeficiency, on n'a pas le droit à 1000 mutations, c'est pas vrai. Mais il y en a peut-être 10 à l'intérieur des mutations. Et bien ça, cette nouvelle technique va nous permettre de grouper les malades et de trouver les gènes anormaux. Donc, cette technique qui consiste à, je ne sais pas ce que je regarde, mais je séquence tout. J'ai des outils informatiques très puissants. Je dépense beaucoup d'argent, je séquence tout le monde, les patients, leurs parents, et j'utilise le plus possible. Je groupe les malades, ceux qui se ressemblent le plus, en disant ceux qui se ressemblent le plus, ils ont peut-être le même gène. Cette nouvelle technique est en train de nous permettre de dépioter tous les gènes. Vous allez me dire tous, presque, mais on va encore en rater. D'abord parce que faut savoir que le génome, donc dans une toute petite cellule, on a 3 mètres d'ADN. D'accord?
Vous avez réalisé, dans une toute petite cellule qu'on la voit que au microscope, on a 3 mètres d'ADN. Vous allez me dire, c'est pas possible. Tu mens. Non, parce que je prends les 3 mètres là, puis je serre, j'enroule, je fais une pelote, je serre, je ferme bien et je la mets dans la cellule. Et là-dedans, quand je déroule, et si je lis, il y a plusieurs milliards de séquences. Mais de ce qu'on connaît aujourd'hui de la génétique, on ne sait qu'il n'y a que 20% de ces séquences-là qui codent pour des gènes. Les autres, on ne sait pas à quoi ils servent. C'est gênant. On ne s'occupe que de 20%. Mais comme on ne sait pas à quoi ils servent, de toute façon, même si on trouve quelque chose, regardez, on ne sait pas à quoi ils servent. Donc peut-être que dans l'avenir, on va finir par comprendre à quoi ça sert. Il y a plein de théories, qu'elles soient scientifiques ou fumeuses, mais c'est quand même hallucinant qu'on ait dans toute cette pelote 80% des trucs, on ne sait pas à quoi ça sert. C'est évident que ça sert à quelque chose. Vous avez remarqué, je n'ai pas dit ça sert à rien. On ne sait pas à quoi ça sert. Je ne peux pas croire que ça serve à rien. Et donc, avec notre technique du whole exome sequencing, on va séquencer que les 20%. Mais le reste, on ne va pas le séquencer. Donc si les anomalies sont dans ce reste, c'est sûr qu'on est encore mal pris. Mais il y a tellement de progrès que maintenant, j'ai entendu parler depuis un an de whole genome sequencing. C'est-à-dire que quand on séquence tout, en fait, je vous ai dit on séquence tout, c'est pas vrai. On séquence que les 20%. Maintenant, on va séquencer tout, vraiment. Et puis on va mettre dans des ordinateurs, et les ordinateurs vont s'occuper de nous trouver où ça ne marche pas. Et je peux vous dire qu'il y a des conférences scientifiques où on commence un peu à comprendre que toutes ces zones qui, soi-disant, ne servent à rien, sont des zones qui régulent celles qui servent à quelque chose. Et donc, on peut très bien imaginer une maladie où on a une mutation dans une zone qui régule. Bref, à la vitesse où ça va, je peux vous annoncer, sans beaucoup me tromper, que dans les 10 ans qui viennent, la génétique du déficit immunitaire va faire un bond incroyable. Parce qu'on croyait avoir trouvé tous les gènes, mais ce n'est pas vrai, il y a encore plein de malades où on n'a pas trouvé les gènes. Rajoutez à ça qu'avec cette technique, puisqu'on séquence tout, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des patients qui avaient par exemple un Common Variable Immunodeficiency, donc un déficit immunitaire pas trop grave. On a fait tout le séquençage, et qu'est-ce qu'on a trouvé? Une mutation d'un gène qui d'habitude donne un SCID. Le SCID, c'est quoi? C'est le bébé bulle. Le bébé qui naît avec 0 lymphocyte et que si on ne le greffe pas tout de suite, il meurt. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas possible. Le malade, il a un Common Variable, donc il n'est pas grave, et tu es en train de me dire qu'il a le gène qui ne va pas chez lui, c'est celui qui donne d'habitude un SCID. Oui, parce qu'il a une mutation à peine anormale, et ça lui a fait juste déraper un peu. Il est allé bien jusqu'à 20-25 ans, puis maintenant ça ne va plus. Et il a un Common Variable Immunodeficiency. Et ça pose des questions aux cliniciens, parce qu'on dit, attends, le malade là dont on est en train de parler, si tu ne m'avais pas donné cette information, j'aurais dit, bon, ben, il va être ravi sous immunoglobuline. Puis comme je dis à tous les malades qui ont un déficit immunitaire comme un variable, il va toffer jusqu'à 80 ans, 90 ans sous immunoglobuline, il va avoir une vie normale. C'est ce qu'on vous dit, et puis c'est vrai. Mais là, tu es en train de me dire qu'il a une mutation d'un gène que d'habitude tu meurs avant un an. Qu'est-ce que je dois faire avec lui là? Est-ce qu'il va avoir la course de la maladie habituelle, ou est-ce qu'en fait, il a survécu jusqu'à maintenant par chance, parce qu'il avait une petite mutation, mais en ce moment-là, c'est en train d'aller de pire en pire. Donc c'est en train de nous poser des questions complètement nouvelles. Et c'est évident que dans le groupe des Common Variable Immunodeficiency, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs groupes de malades, certains qui sont vraiment pas graves, d'autres qui sont un petit peu plus sérieux, d'autres où il faut s'en occuper beaucoup plus vite et où il va falloir être beaucoup plus agressif pour le traitement. Donc c'est pas le fait de trouver les gènes. Vous pouvez me prendre pour un chercheur fou et dire ouais, il va absolument comprendre des trucs, c'est flyer son machin avec des ordinateurs partout. Ouais, c'est marrant, c'est vrai. Mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ça va avoir des conséquences cliniques sur comment on gère nos patients, qu'est-ce qu'on leur dit, qu'est-ce qu'on dit aux malades, comment on les traite, qu'est-ce qu'on doit surveiller. Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux malades qu'on doit se mettre à greffer alors qu'on n'aurait jamais parlé d'une greffe par hasard avant? Ça peut changer beaucoup de choses. Et pour vous, ça aura un impact majeur. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on n'a pas déjà des résultats? D'abord parce que les chercheurs, quand ils ont des résultats, c'est confidentiel, jusqu'à ce que ça sorte. Sinon, ils peuvent se faire scooper. Donc, on ne sait jamais. Puis du jour au lendemain, clac, on a trouvé un gène qui explique plein de maladies, alors que la veille, on ne savait même pas. Et ça va de plus en plus brutalement. Mais je connais tout ce milieu, je suis dans tous les congrès, je discute avec les chercheurs. Des programmes de whole exome sequencing sur les Common Variable Immunodeficiency, ça pousse comme des champignons. Il y en a partout, et il y en aura bientôt un au Québec, parce qu'on est en train de s'en occuper. Et on a déjà commencé, nous, à Sainte-Justine, à faire du whole exome sequencing sur des déficits immunitaires un peu plus compliqués que des Common Variable pour trouver des nouveaux gènes. Et ils font pareil à Toronto, ils font pareil à Boston, ils font pareil à Houston, ils font pareil à San Francisco, ils font pareil partout. Et les gens sont en train de se dire d'ailleurs,
attends, moi je suis dans mon coin, j'ai un malade tordu, je comprends rien, je vais regarder le whole exome, je comprends toujours rien. Peut-être que si je m'associe avec l'équipe de Stanford, ils ont peut-être le même malade tordu, et qu'à deux, on va trouver. Donc on commence plutôt que chacun dans sa muraille est en train d'essayer de publier le premier. On est en train de faire des consortiums de recherche pour s'aider et être beaucoup plus efficace. Et c'est comme ça que les choses vont avancer. Donc, pour tout ce chapitre, c'est évident que le whole exome va sortir. C'est évident qu'on va avoir de plus en plus de gènes. Et c'est évident que ça va très probablement avoir des conséquences cliniques pour vous. Aussi, l'autre conséquence que ça pourra avoir, c'est que ça pourra avoir des conséquences sur le conseil génétique. Je me rappelle, ça fait depuis 8 ans que je suis ici au Québec maintenant, et ça fait depuis 1993 que je m'occupe des déficits immunitaires. Et systématiquement, la question qui revient le plus, c'est « mais c'est une maladie génétique ou c'est pas une maladie génétique? Et puis c'est quoi une maladie génétique? Et est-ce que moi j'ai une maladie génétique? Et est-ce que mes enfants vont l'avoir? Et est-ce que mes petits-enfants vont l'avoir? Et est-ce qu'on peut se marier avec n'importe qui? Et est-ce que je dois faire un test génétique à mon futur conjoint? Et j'ai 17 ans, je rencontre un chum, ou 23 ans, je rencontre un chum, j'ai super envie de faire ma vie avec lui. Est-ce que je dois lui dire que j'ai une maladie génétique? Parce que peut-être si je lui dis, il va avoir peur, il va plus vouloir se marier avec moi. » Toutes ces questions-là, vous me les avez posées des dizaines et des dizaines de fois. Et vous avez raison de vous les poser. On vous répond quand on a une maladie qu'on connaît. Par exemple, le Wiskott-Aldrich. On connaît, on sait. Il y a la forme grave, la forme pas grave. La forme grave, on la greffe. La forme pas grave, on la greffe pas. Très bien. On connaît le gène. Très bien. On sait que c'est les mamans qui sont porteuses et les garçons qui sont malades. Ce que vous a expliqué le docteur Vin avec l'hérédité sur le chromosome X. On connaît l'hérédité, on connaît le gène. On prend 1 heure avec le malade, ou 2 heures, ou 3 heures, ou 10 heures, dépendamment s'il comprend vite et si on explique bien. Et à la fin, il a compris et il n'a plus de questions. Il a tout compris. Et il a compris que oui, il y aura une transmission de l'hérédité dans la descendance, mais que oui, il peut aussi épouser qui il veut, parce que c'est pas de la même famille. Bref, tout ça, il a compris. Mais pour les Common Variable Immunodeficiency, et pour toutes les maladies où on n'a pas le gène, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous réponde? Ben, on vous répond, je ne sais pas, premièrement. D'après notre expérience, il est très probable qu'il n'y ait pas de danger, vous pouvez bien vous marier avec qui vous voulez. C'est vrai qu'il y a certaines familles où il y a des parents qui sont malades et aussi les enfants qui sont malades, mais du coup, quel est le risque pour le reste de la fratrie? J'en sais rien. Et puis faire un diagnostic anténatal, peut-être que oui, peut-être que non, mais je ne sais pas si c'est très utile. Regardez, votre enfant il est malade, mais il va bien, puis on vous dit qu'il va vivre jusqu'à 90 ans ou 100 ans. Pourquoi vous voulez faire un diagnostic anténatal? Bref, on vous répond tout ça, je sais, je vous le réponds tous les jours. Mais fondamentalement, c'est frustrant. On préférerait beaucoup mieux vous dire, écoutez, vous avez une mutation de la protéine WF500X, cette protéine, elle se code comme ça, elle sert à ça, le mode de transmission, c'est ça, et les risques, c'est ça. Maintenant, c'est à vous de vivre avec et de vous débrouiller avec cette connaissance, mais avec une vraie connaissance, et pas avec un flou artistique. Ouais, c'est vrai. Ce flou artistique nous gêne plus à vous qu'à nous, évidemment, mais il nous gêne à nous aussi beaucoup. Et dans le conseil génétique, le fait qu'on aura tous ces gènes, ça va changer beaucoup de choses. Donc, j'ai très confiance dans cet aspect. Et je termine ici mon premier chapitre qui était le whole exome sequencing. Est-ce que vous avez des questions? Au deuxième chapitre, qui est le dépistage néonatal en Ontario. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je vais être court parce que ça concerne qu'une certaine maladie. Ça concerne les déficits immunitaires combinés sévères, les SCID, les bébés bulles. Il y a une façon très simple de faire le diagnostic chez ces malades. Vous savez, tous les bébés à la naissance, on leur fait une piqûre sur le talon, on met ça sur un papier buvard, on envoie ça au centre de dépistage néonatal du Québec. En Ontario, on envoie ça en Ontario. À Boston, on envoie ça au centre de dépistage du Massachusetts. Et eux, ils ont le buvard. Et grâce à ce buvard, on fait des dosages d'enzymes pour dépister des maladies génétiques rares. Ok, il y a déjà... Au Québec, il y a 5 ou 6 maladies qu'on dépiste. En Ontario, il y en a une quarantaine. Au Massachusetts, il y en a une trentaine. Bref. Puis, on s'est rendu compte que sur ce buvard, on peut prendre une micro-goutte et on peut faire tourner avec un outil génétique. Grâce à cette micro-goutte, on peut amplifier un signal. Et si ce signal s'amplifie, alors ça veut dire que le malade, il a des lymphocytes T, le patient, pardon. Il a des lymphocytes T normaux. Et s'il ne s'amplifie pas, ça veut dire qu'il a 0 lymphocyte T. Il y a une seule cause quasiment de 0 lymphocyte T chez le tout petit, c'est ce fameux SCID. Et donc, on peut très bien sur le buvard dépister les malades qui ont un SCID. Les malades qui ont un SCID, c'est un malade sur 40 000 naissances. Au Québec, ça veut dire 2 malades par an. C'est pas beaucoup. Mais ces malades-là, si on les traite avant 3 mois, leur survie est de 98%. Si on les traite après 3 mois, on baisse d'emblée à 60%, avec des complications à long terme très souvent. Donc il y a un enjeu là, c'est qu'il faut aller vite.
Vous allez me dire, mais c'est pas possible, personne ne se rend compte que votre malade, là, c'est un bébé bulle, et puis on a vraiment besoin d'aller dans le buvard, on ne peut pas regarder avant 3 mois comment il va. Non. Très souvent, pendant les 3 premiers mois, ça va. Il y en a quelques-uns qui ont un petit peu du champignon, il y en a d'autres qui ont une petite infection, mais bon, si on doit suspecter une maladie super rare à chaque fois qu'il y a un champignon, ça va être compliqué pour les pédiatres quand même, il faut être raisonnable. Donc c'est difficile de diagnostiquer ça. Alors, en Californie et au Wisconsin, ça a été les 2 premiers États, ils ont lancé ce programme de dépistage néonatal. Ça coûte plusieurs millions de dollars à une province. Ils ont fait un calcul que l'argent économisé, l'argent qui était dépensé d'abord allait faire économiser de l'argent sur la greffe et sur les suites de la greffe. Et ils ont lancé ça. Et ils ont lancé ça maintenant dans 15 États aux États-Unis. Et surtout, il y a une déclaration de Barack Obama qui a déclaré, il en déclare plein des choses. Il passe la journée à signer des décrets. Et il n'était pas impliqué dans le dossier, évidemment, mais en tant que président des États-Unis, il a signé le décret qui a dit qu'il était de l'intérêt national aux États-Unis de dépister les déficits immunitaires. Donc une fois que ça devient un décret fédéral, tous les États derrière y suivent. Et ils suivent petit à petit. Et c'est super intéressant ce qui est en train de se passer aux États-Unis parce qu'ils diagnostiquent à l'appel des SCID et des SCID qui vont très bien. Oui, allô madame, on vient de faire un dépistage, votre enfant a un SCID, allez voir tel immunologiste. Ils vont voir l'immunologiste, on fait une prise de sang, on confirme le diagnostic, paf, on le greffe. 2 semaines après, il est greffé et alors qu'il n'a jamais été malade, il est guéri. Alors ça, c'est magique parce que ça change tout. Je peux vous dire, moi qui greffe des déficits immunitaires combinés sévères, où des fois ça se passe mal, malheureusement, puis quand ça se passe mal, ça se passe mal. Pas une blague. Ça change tout. Et donc, en Ontario, grâce au travail de l'équipe du SickKid, ils ont réussi à forcer la main du gouvernement qui a laissé plusieurs millions de dollars sur la table pour lancer ce programme de dépistage. Vous allez me dire, et nous? Eh bien, on travaille. On travaille avec notre gouvernement, mais déjà, il faut savoir qu'au Québec, on dépiste moins qu'ailleurs. Et puis le gouvernement, lui, il n'est pas méchant ou gentil, il ne sait pas qu'il ne s'intéresse pas à ces quelques patients par année qui vont avoir un déficit immunitaire. Il dit combien ça me coûte, qu'est-ce que ça me rapporte, parce que l'argent que je mets là, je ne le mets pas ailleurs. Vous savez à quel point on est en pénurie de moyens dans le système de santé. Donc là, tous nous autres médecins de l'association des immunologues et allergologues du Québec, on a créé un comité. Et notre métier, comme si on avait que ça à faire, mais c'est important, notre métier pour les prochaines années, c'est d'aller convaincre les gouvernements et les ministres et les commissions qui s'occupent de ça, que oui, le déficit immunitaire combiné sévère, il faut le faire, tout le monde est en train de le faire, on ne peut pas être à la ramasse comme ça, mais il faut le faire aussi au Québec. Donc c'est là que ça s'en vient, et on a un gros argument avec nous, c'est que on a maintenant des données très solides dans la littérature qui démontrent, comme je vous ai dit tout à l'heure, que plus on greffe tôt, mieux c'est. Donc il faut vraiment, c'est important pour la santé. Donc ça s'en vient, vous risquez d'en entendre parler de temps en temps par des groupes de pression, peut-être même qu'on pourrait solliciter votre association pour représenter les patients et les parents pour qu'il y ait un d'entre vous qui soit mandaté pour nous aider sur le comité, pour montrer que ce n'est pas qu'une vision des médecins qui veulent se péter les bretelles, nous on fait comme les autres, mais c'est aussi une demande des associations de patients. Et on va travailler ce dossier qui va être très chaud politiquement, parce qu'il n'y a pas que nous qui demandons ça. Il y a les hémoglobinopathies, il y a plein d'autres maladies génétiques qui sont en demande et ils ne vont pas aligner 300 millions de dollars pour le dépistage, ça c'est sûr. Ils vont choisir les maladies. Donc on va se battre. On est là pour ça. Des questions sur ce chapitre? Troisième chapitre, les nouveautés des traitements. Alors, la première nouveauté, c'est des publications qui sont en train de sortir où ça confirme en fait ce qu'on pensait. C'est quoi? C'est que vous savez que certains d'entre vous qui ont un Common Variable Immunodeficiency, le fameux, le déficit immunitaire commun variable, que peut-être tu as d'ailleurs, en général, vous faites surtout des infections. Et on vous donne des immunoglobulines, et grâce aux immunoglobulines, vous ne faites plus d'infections. Très bien. Mais il y a d'autres complications. Et une partie d'entre vous fait aussi ce qu'on appelle des maladies auto-immunes, où ils attaquent leur propre système, parce que le système, il est débalancé. Non seulement il n'arrive pas à faire ce qu'il faut, mais en plus, ce qu'il doit faire, il le fait de travers. Et au lieu de reconnaître que ce qui est à lui, il ne faut pas toucher, ben, il ne reconnaît pas, et paf, il attaque. Alors c'est problématique parce que s'il y a une maladie auto-immune, le traitement logique d'une maladie auto-immune, c'est de dire au système immunitaire « calme-toi, ça va aller », et on donne des médicaments pour calmer le système immunitaire. Mais quand on fait ça, on diminue le système immunitaire. Or, on parle d'un individu qui a déjà un déficit immunitaire. Donc, ça devient touchy, on est frileux, on ne sait pas trop quelle drogue utiliser, et on ne sait pas comment faire. Et depuis plusieurs années, on a eu une idée, les immunologistes, et puis maintenant c'est confirmé dans la littérature, on s'est dit, mais attends, il y a un truc qui ne marche pas sur ces malades, c'est les lymphocytes B. Les lymphocytes B, c'est ceux qui fabriquent les anticorps. Eux, là, ils ne marchent pas.
Et puis, il y a beaucoup d'arguments pour penser que c'est les mêmes lymphocytes B qui sont responsables de la maladie auto-immune, soit tout seuls, soit parce qu'ils reçoivent un message erroné des lymphocytes T qui leur dit d'attaquer. Mais de toute façon, ils jouent un rôle. Donc ces lymphocytes B, non seulement ils ne fonctionnent pas, mais en plus ils fonctionnent mal, détruisons-les. On zippe les lymphocytes B. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a une maladie où on connaît qu'il n'y a pas de lymphocytes B? Oui, on connaît. Ça s'appelle la maladie de Bruton. Cette maladie, ça donne 0 immunoglobuline, 0 lymphocytes B. Et c'est une maladie où quand on donne des immunoglobulines, les gens ont une vie tout à fait normale jusqu'à 90 ans. Donc ils n'ont pas d'autre problème que leur déficit immunitaire. Et votre malade, vous, votre enfant ou vous-même, il a déjà un déficit immunitaire. Donc transformons-le en Bruton. Comme ça, il n'aura plus d'auto-immunité. On va détruire ces lymphocytes B. Et donc, on a utilisé une drogue qui s'appelle le rituximab. Certains d'entre vous ont peut-être reçu ce rituximab quand ils ont eu une maladie auto-immune. Et il y a une publication récente qui a montré que ça marche très très bien, que c'est safe et que ça marche bien longtemps, pendant des années. Et qu'après, si le malade ça recommence, hop, on redonne du rituximab. Il y a une toute petite augmentation du risque infectieux, mais qui est complètement contrebalancée par le fait qu'en utilisant le rituximab, on n'utilise pas de cortisone, on n'utilise pas d'autres drogues qui sont beaucoup plus dangereuses que le rituximab. Que de se dire que quand on a une maladie auto-immune, dans un déficit immunitaire comme invariable, on a cet outil qui est le rituximab. Des questions? Oui. Très très bonne question. Donc la question c'est, est-ce que c'est que pour les malades qui ont un déficit immunitaire et une maladie auto-immune, ou est-ce que ça comprend aussi, est-ce qu'on peut faire ça chez des patients qui n'ont qu'une maladie auto-immune? On n'a qu'à détruire les B, et puis on sait comment pallier, on va donner des immunoglobulines. En fait, c'est le contraire qui s'est passé. Oui, bien sûr, le rituximab est utilisé dans les maladies auto-immunes isolées, et c'est parce que ça avait été démontré efficace dans les maladies auto-immunes isolées que nous, on a eu l'idée de l'utiliser aussi chez les déficits immunitaires. Donc oui, le rituximab, par exemple, il y a une maladie qui est bien connue qui s'appelle le purpura thrombopénique idiopathique chronique, qui est une maladie où on détruit ses propres plaquettes. Okay, et on sait très bien que cette maladie-là, un des traitements assez logiques et assez simples et sans trop d'effets secondaires, c'est de donner du rituximab. Et les malades, ils vont très bien pendant des années, des années, des années. Puis quand ça rechute, on redonne du rituximab. Puis il y en a qui ont été complètement guéris. Et bien quand il y a un déficit immunitaire plus de purpura thrombopénique idiopathique, on fait pareil. Mais c'était bien d'avoir une idée, c'était logique, mais c'est pas ça la médecine. Quand vous dites, puis ça coûte cher le rituximab, donc quand vous dites, vous savez quoi, j'ai une idée, on va faire ça. Première question du malade, ça a déjà été fait avant? Question du pharmacien, t'es gentil là avec ton idée brillante, mais ça a déjà été fait avant? Question des autres médecins, attends, moi je m'occupe de ce malade avec toi, mais qu'est-ce que t'es enfin? T'es en train de créer un nouveau truc, ton objectif dans la vie c'est d'être une star ou c'est de soigner comme on t'a dit de soigner? Ça a déjà été décrit avant? Alors bon, il faut bien qu'il y en ait un qui décrive le premier. Alors bon, on peut aussi dire, ok, on veut décrire le premier, on a le droit de faire ça. Mais pour faire ça, ça veut dire, je fais un projet de recherche, je dois faire signer un consentement, je dois aller au comité d'éthique, je dois me faire évaluer, j'ai donc besoin d'argent. Parce que si c'est un comité de recherche, la RAMQ a dit, je ne paye pas moi le rituximab. Vous dites que c'est de la recherche. Pas du soin, c'est de la recherche. Ça coûte 40 000 $ votre traitement. Allez, va chercher de l'argent pour aller. Va contacter la compagnie Monsieur Rituximab. Monsieur Rituximab, j'aimerais utiliser de votre argent de la compagnie pour faire de la recherche sur votre produit. Ah, de la recherche sur mon produit, ça me plaît. Dans quelle maladie? Déficit immunitaire. Ah, combien de malades? Et combien de malades ils vont en avoir besoin? Ah, bah non. Ok. Alors on se regroupe avec d'autres institutions, ça serait bien qu'on fasse un projet. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne s'est même pas passé comme ça. C'est qu'il y a eu des médecins, dont nous d'ailleurs, à Sainte-Justine, on a dit, on sait ce qu'on fait, on connaît notre métier, il faut donner ça. De toute façon, le malade, il va mal. On a déjà tout essayé, toutes les autres drogues. Si on continue comme ça, on va le faire aller encore plus mal. Je prends ma responsabilité, je m'engage, je veux lui donner du rituximab. On regarde le malade, on lui explique, ça n'a pas été essayé avant, mais nous, on veut le faire. Et on ne va pas en faire une recherche. Ce n'est pas un projet de recherche, on veut le faire. C'est un médicament qui existe, il n'existe pas pour votre maladie, mais moi, je vais l'essayer pour ça, et j'aimerais le faire. Ça a été fait, comme ça, dont nous. Et puis les centres qui l'ont fait, ils se sont regroupés, et ils ont publié leurs résultats, a posteriori. Et ils ont montré que ça marchait bien. Du coup, ça ouvre la porte. On se débrouille quand même, on a des façons d'arriver où on veut. Donc le rituximab, c'est bien. Oui. Alors cette question.
Donc, vu que vous passez votre vie à faire de la médecine, hein, de la recherche, et vous êtes un comité de médecins, un groupe de médecins et de chercheurs, et vous essayez de chercher de l'argent, est-ce que nous autres parents, on ne pourrait pas vous appuyer à faire de la recherche? Oui, mais. Oui, c'est moi qui parle en tant que chercheur. J'adorerais que vous me donniez plein d'argent, que vous fassiez une levée de fonds super, 12 ou 12-8 ou 40 tournois de golf et des levées de fonds et une campagne de presse et qu'on ait des millions de dollars et que du coup on puisse travailler. Oui. Mais, si vous levez des millions de dollars, achetez des pompes. Faites en sorte que le quotidien des patients soit moins compliqué. Aidez-vous entre vous pour la clinique. Aidez-vous entre vous pour que votre qualité de patient soit mieux. Vous allez me dire, il est fou, il vient de se tirer une balle dans le pied. Non, je ne suis pas fou. C'est qu'avec ce que vous allez lever comme argent, ça va nous aider, et ça va nous aider un peu, parce qu'on a besoin de beaucoup d'argent. Et je considère aussi que c'est aux chercheurs d'aller chercher l'argent dans les compétitions et aussi au système public de nous aider à faire de la recherche pour les maladies rares. Mais j'aimerais pas vous voler votre argent, entre guillemets, parce que votre argent que vous prenez en tant qu'association, j'aimerais d'abord que vous l'utilisiez pour faire vivre votre association et pour que le quotidien des malades soit important. Si vous voulez faire ça stratégiquement en disant on va faire des super levées de fonds, mais on va garder 10-15% pour la recherche, j'achète. Mais si on fait une méga campagne et qu'on prend tout pour la recherche et qu'après il ne vous reste rien pour faire vivre votre association et pour aider tout ce que vous faites pour le soin des patients, pour acheter des pompes, il y a encore des gens qui doivent dépenser beaucoup d'argent pour payer des tubulures. Je préfère 1000 fois que cet argent aille là, parce que notre première priorité, c'est que vous soyez bien. On n'y peut rien, on a besoin de plein d'argent. Mais la recherche n'est pas une priorité. Et elle n'est pas une priorité d'une association. En plus, vous risquez dans une association d'être frustré dans le sens où on ne va pas faire de la recherche sur tout. On va choisir des maladies. Et du coup, il y a des gens qui vont avoir donné de l'argent, puis au total, ça va servir à un truc, mais à aucun rapport avec eux. Alors que si vous faites vivre votre association avec, c'est mieux. Mais bon, c'est votre décision en tant qu'association. Je vous recommande de faire ça. Si vous voulez donner un petit pourcentage de fonds que vous prenez pour la recherche, c'est évident que ce sera le bienvenu. Et en général, ce que font les associations, c'est qu'ils créent un comité scientifique qui analyse les projets de recherche et qui, le peu d'argent qu'ils ont trouvé, le donne à un ou deux projets de recherche, puis rechange à chaque année. Pour faire de la pression au gouvernement, c'est oui, oui, et encore oui, et encore oui. Il n'y a pas de mais. Donc, le lobbying, c'est très important. Vous êtes une association, vous représentez quelque chose, vous représentez une maladie rare, vous représentez une condition rare, et oui, il faut faire du lobbying, à la fois pour la recherche, à la fois pour le dépistage néonatal, à la fois pour que les choses soient gratuites pour vous, et là, on est là pour vous aider. Et ça ne marche que comme ça. Et plus vous avez au sein de vos associations des gens qui sont très bons en lobbying, pas forcément riches, des gens qui sont bons en lobbying, plus l'association va monter et plus ça va être chaud, et plus c'est bien. Donc oui, il n'y a pas de mais. Oui ? Alors la question c'est, est-ce qu'avec les lymphocytes NK, il y a un lien qu'on peut faire avec certaines maladies? C'est une question très intéressante, parce que les lymphocytes NK ont pendant très longtemps été les laissés pour compte du système immunitaire. On connaît les déficits T, les déficits B, les déficits des polynucléaires, comme la granulomatocétrique, les déficits en complément, les déficits innés, mais les NK. Pour vous répondre, jusqu'à récemment, il y en a qui disaient j'ai trouvé un déficit en NK. Et puis il y a la moitié de la planète qui dit le déficit en NK, ça n'existe pas. Le déficit en NK, c'est que accompagnant autre chose. En fait, c'est pas vrai. Il y a eu certaines maladies qui ont été démontrées comme étant un déficit pur en NK. Donc là aussi, la recherche bouge. Elle bouge d'ailleurs à deux endroits. À Houston, par le Dr Jordan Orange, et dans notre laboratoire à nous, où on étudie les cellules NK, non pas pour les déficits immunitaires, mais pour soigner des leucémies. Et du coup, en étudiant les cellules NK pour soigner des leucémies, on se rend compte qu'il y a des fonctions des cellules NK qui pourraient être déficientes chez certains malades. Donc on est en train de rentrer dans la danse aussi. Et c'est vrai que c'est très très peu de malades. C'est encore une fois très peu de malades, beaucoup d'argent, mais c'est pas grave. Il y a de plus en plus de nouveautés sur les cellules NK. Est-ce qu'il y a une autre question? Lâchez pas. Lâchez pas. Non, mais c'est très important. Vous avez une maladie rare, beaucoup d'entre vous. Et quand on a une maladie rare, même moi, il y a des patients, ils me racontent des histoires, et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Madame, mon fils, il a des écoulements. Je ne sais pas. Vous savez quoi? Je ne sais pas. Alors quand on ne sait pas, nous, une fois qu'on ne vous voit plus, une fois que vous sortez du cabinet, le problème, il part. On passe à un autre malade. Vous restez avec votre problème.
Et vous, c'est pareil. Il ne faut pas lâcher. Il faut être gentil, bien sûr, pas être désagréable, il ne faut pas lâcher. Je regrette, vous ne m'avez pas pris en charge par rapport aux écoulements. Mon infection va mieux, mais mes écoulements, ça ne va pas mieux. Est-ce que vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui pourrait m'aider? Et de fil en aiguille, vous allez un jour tomber sur être adressé au bon endroit, ou quelqu'un qui prend vraiment votre problème à cœur ou en main et qui dit « Attends, c'est pas possible », et qui sort le catalogue de toutes les causes possibles et qui va vous aider. Il ne va peut-être pas trouver, mais au moins, il va vous aider. Et vous, madame, c'est pareil. Lâchez pas. Dites « Je regrette, j'ai vu sur Internet, j'ai lu des conférences. Il y a un certain docteur Haddad, il nous a parlé du rituximab. Pourquoi pas moi? Est-ce que vous avez pensé à ça? C'est pas grave, mais rituximab, R-I-T-U, j'aurais dû mettre des diapos, quoi. Je suis désolé. R-I-T-U-X-I-M-A-B. Je ne dis pas que c'est ça qu'il vous faut, je dis au moins qu'il faut que ce soit discuté. Et vous avez une maladie où il ne faut pas lâcher et où il faut gentiment harceler votre médecin et lui dire non, non, je ne suis pas content, là, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est une condition rare, peut-être qu'il y a autre chose à faire. Très bonne question. La question, c'est est-ce qu'il y a des choses qui sont faites auprès des autres médecins pour faire en sorte que les diagnostics soient faits plus vite? Parce que moi, mon enfant, il a traîné plein de temps avant qu'on fasse le déficit, le diagnostic. Puis maintenant qu'on a fait le diagnostic, il a dit de toute façon, on ne comprend rien. C'est que soit le docteur Haddad, soit d'autres immunologues qui connaissent. Et oui, on fait ça. C'est très difficile parce que vous ne représentez pas beaucoup de patients, parce qu'on va donner des cours aux urgentologues, aux ORL, aux infectiologues. Moi, je vais régulièrement dans les associations. Il n'y a pas que moi qui le fais, il y a l'équipe de Children qui le fait, il y a l'équipe de Québec qui le fait, il y a le docteur Donvin, on se relaie. Et il n'y a pas que nous au Québec, il y a tout dans tout le reste du Canada, et les États-Unis, et l'Europe. Et à chaque fois qu'on se réunit en congrès, on se dit comment faire pour que ces malades qui nous arrivent, ça fait depuis 15 ans qu'ils sont malades, il suffisait de faire une prise de sang, et ça n'a pas été fait, comment faire? Et on envoie des messages, et on fait de la pub, et on envoie des pamphlets, et tout. On n'arrête pas. Mais vous resterez toujours avec le problème, toujours. Et c'est pour ça que le lobbying c'est important, et pas que le nôtre, le vôtre, que votre patient ou vous-même, votre enfant ou vous-même, avez une maladie rare. Et qui dit maladie rare dit que dans les études médicales, c'est mal appris, voire il y a des gens qui ne savent même pas que ça existe, voire pire, quand il y a le diagnostic, son verre de trouille. Ils disent « déficit immunitaire ». Je veux pas, vous allez voir un docteur machin, un docteur truc, mais moi je veux pas, j'ai peur. Alors que nous, ce qu'on réclame, on est complètement débordé. Ce qu'on réclame, c'est une fois que j'ai fait le diagnostic et je mets les immunoglobulines, je vous en prie, pour une sinusite, un truc simple, là, allez, le médecin de relais, aidez-nous, donnez simplement des antibiotiques, et puis si ça ne va pas, nous on va voir. Mais si vous attendez pour donner les antibiotiques, ça va être le bordel, parce que le malade va nous arriver trop tard. On a beaucoup de mal à créer ça, beaucoup de mal. Je ne vais pas vous répondre qu'on le fait, on passe un temps fou à ça. On a des infirmières extraordinaires, des infirmières réseau, pivots, qui nous aident, qui passent des kilos de coups de fil, parce qu'on ne s'en sort pas, nous, à gérer tout. On a besoin du médecin de proximité. Je vais avancer parce qu'on me dit qu'il me reste que 5 minutes. Okay. Et je voudrais vous parler de la greffe dans les déficits immunitaires communs variables. Quoi? Oui, je redis. La greffe dans les déficits immunitaires communs variables. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc le déficit immunitaire commun variable, c'est, encore une fois, je vous parle toujours de la même maladie depuis tout à l'heure, une maladie où on donne des immunoglobulines et tout va bien. C'est vrai. Donc celui qui veut greffer une maladie où on donne des immunoglobulines et tout va bien, il est fou. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'une greffe, quand on est dans une greffe où toutes les situations sont parfaites, la greffe, c'est 20% de mortalité, 80% de survie. Guéri, survie, mais quand même 20% de mortalité. Vous allez me dire, les gens, les statistiques, mais 20%, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? C'est simple. Vous connaissez la roulette russe? Je suis méchant, hein. Vous connaissez la roulette russe? Vous mettez une balle dans un barillet, c'est une balle sur 6, ça correspond à 16% de mortalité. La roulette russe, clac, c'est 16% de mortalité. Donc quand on dit 20% de mortalité, c'est beaucoup, c'est plus que la roulette russe. Alors dans des maladies où, quand on ne greffe pas, soit on décède rapidement, soit on va décéder dans 10-15 ans et puis de toute façon la qualité de vie est un drame, soit on va décéder dans 20 ans et la qualité de vie est un drame, là on peut essayer la greffe, on a envie. Mais dans une maladie où il suffit de donner des immunoglobulines, il est malade le docteur Haddad de nous parler de greffe dans les déficits immunitaires communs. Pourquoi je vous parle de greffe dans les déficits immunitaires? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que ce n'est plus 80% de survie et 20% de mortalité. C'est qu'on est en train de trouver des façons de faire la greffe avec ce qu'on appelle des conditionnements réduits, des choses beaucoup plus soft, où on monte à 85-90% de survie. Surtout que dans nos maladies dont on s'occupe nous, on ne s'occupe pas des leucémies et on n'a pas un gros problème après la greffe qui est la rechute de la leucémie. Nous, le déficit immunitaire, on veut juste que la greffe elle prenne et qu'il n'y ait pas une des complications, que la greffe elle attaque le receveur qui s'appelle la GVH. Si on évite ces 2 problèmes, on est cool.
Et c'est pour ça qu'on prône beaucoup la greffe dans les déficits immunitaires. Donc on est en train de proposer des greffes à des gens de plus en plus âgés, avec des situations cliniques de plus en plus graves, et ça devient possible. Et deuxièmement, donc le premier point qui fait qu'on commence à parler de la greffe, c'est que les greffes sont de plus en plus faciles. Ça reste quand même une grosse affaire. Et même si ça reste 10% de mortalité, il faut être dingue, mais dingue. Il faut être enfermé si on propose ce traitement à quelqu'un qui a juste besoin d'immunoglobuline. Il faut être malade, on est d'accord. Il faut être fou pour prendre un risque de 10% de mortalité. Mais on s'est rendu compte que dans les déficits immunitaires communs variables, il y a deux catégories de malades. Une grande catégorie où tout va aller bien. Et une petite catégorie où c'est pas vrai que ça va aller bien. Il va y avoir des complications auto-immunes, il va y avoir pour certains des cancers, il va y avoir des complications qu'on est en train de voir. Et vous vous rappelez, il y a 2 ans, je vous avais montré des courbes de survie, et il y a carrément 2 courbes de survie. Une qui est super plate, où les gens ne meurent pas, ça veut dire, et une autre où malheureusement, il y a des complications à avoir un déficit immunitaire commun variable dans les 10, 15, 20 ans. Et donc, la possibilité de faire une greffe, ça s'ouvre. Nous, on l'a fait une fois à Sainte-Justine, chez une patiente qui avait vraiment une condition de maladie auto-immune incroyable, avec une atteinte dans le cerveau, avec une atteinte horrible. On voyait qu'on allait dans le mur, et on a fait la greffe. Ça s'est bien passé. Il y en a d'autres dans le monde qui en ont fait aussi. On parle de 3 cas par-ci, 3 cas par-là. Et aussi, on se rend compte dans le fichier international de greffe qu'il y a des gens qui ont fait des greffes dans des déficits immunitaires communs variables. Donc il y a un mouvement dans les gens qui s'occupent du déficit immunitaire de vraiment adresser cette question, de reprendre tous ces malades qui ont eu la greffe. Est-ce qu'on a bien fait de les greffer? Quels ont été les résultats? Est-ce qu'au vu des dernières technologies de greffe, on peut le proposer ou pas? Mais on commence à en parler. Alors vous allez me dire, mais et moi, je fais partie de quel groupe? Celui de la courbe plate ou celui de la courbe qui descend? Comment je fais pour savoir? C'est là où ça devient compliqué. C'est là où ça devient compliqué. C'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile de savoir. Quelqu'un qui va très mal, on sait que ça va très mal. Ok, ça devient simple. Mais quelqu'un qui va bien, on ne sait pas dire si dans 10 ans, il va aller mal. Et c'est là qu'on revient au début de mon talk, sur la génétique. C'est qu'on pense que la génétique va nous aider à déterminer quelles sont les maladies génétiques qui sont associées à « je vais bien » versus quelles sont les maladies génétiques qui sont associées à « je vais finir par aller mal ». C'est pour ça que d'aller au fond des choses, c'est pour ça que mieux comprendre ces maladies, ça va nous permettre de mieux les soigner. Et même si on doit proposer la greffe à 5% des malades qui ont un déficit immunitaire commun, même si on doit proposer la greffe à 2% des malades qui ont un déficit immunitaire commun, 2% c'est rien, mais pour ceux que ça concerne, c'est beaucoup. Et pour ces 2%-là, qu'il y ait un médecin qui ait pu, ou une équipe qui ait pu identifier des critères qui disent ça ne va pas aller là, il vaudrait mieux vous greffer, même s'il y a un risque de mortalité de 10%, c'est très 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 important. Ce sont des décisions majeures, c'est une façon de faire la médecine qui est en train de changer, et c'est ça qui est en train d'apporter la technologie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se noyer dans un discours, vous inquiétez pas, tout va aller bien. C'est pas vrai, il y a des patients où malheureusement, on sait par expérience qu'ils ont eu des complications, waouh, bonjour. Et bien entendu, il ne s'agit pas de dire « Ah, vous avez une maladie auto-immune, par exemple, madame, vous avez un petit peu d'arthrite, vous avez mal, donc on va vous greffer. » Pas du tout. Pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais « Ah, vous avez tel marqueur, vous commencez à avoir tel signe, vous savez quoi, vous faites peut-être partie d'un groupe où il faudrait considérer une autre alternative thérapeutique. » Et puis Dieu merci, il n'y a pas que la greffe. Dernier chapitre, parce qu'ils sont en train de me faire des signes partout, ils veulent absolument passer à table. La thérapie génique, et je termine avec ça. La greffe, c'est violent. La greffe, c'est ok, ça va pas, votre système immunitaire va pas, donc je vais le détruire, et puis je vais prendre le système immunitaire de quelqu'un d'autre et je vais le greffer. Et pour le détruire, je vais vous faire une chimiothérapie, et puis je vais venir avec le système immunitaire. Donc vous allez avoir le système immunitaire de quelqu'un en vous qui va prendre la place, puis ça va fonctionner. D'accord, ça marche, ça a marché. On n'a pas le choix dans les leucémies, c'est cool. Mais il y a une autre technique qui s'appelle la thérapie génique. Donnez-moi un peu de temps, c'est vachement important. 10 minutes. Ouais. Et moi, on m'a mis en retard. Hein. Moi, je suis à 50 minutes. Moi, on m'a dit que j'allais devoir parler 1 heure. C'est pas juste. Pas plus. C'est gentil. 10 minutes. Bah, j'avais pour 1 heure. Alors, j'ai préparé 1 heure. Je savais pas que ça allait être en retard. Ouais. Se laisse jamais faire. Donc, la greffe, je vous ai expliqué c'était quoi la façon dont on faisait la greffe, et c'est agressif. Ça marche, quand il faut, mais c'est agressif. Mais il y a la thérapie génique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand on sait qu'il y a un gène qui est malade, tout le système immunitaire, toutes nos cellules ont ce gène qui est anormal. Okay, prenons le gène WXZ, et à cause d'une mutation dans WXZ,
alors mes lymphocytes T et mes lymphocytes B, ça ne va pas. Et donc, j'ai un common variable immunodeficiency. Imaginons la scène. Ok, très bien. C'est surtout les lymphocytes B, mais j'ai un common variable immunodeficiency. Toutes les cellules de mon corps ont cette mutation. La cellule de mon cheveu, la cellule de mon épaule droite. Mais elle s'en fout, mon épaule droite, d'avoir cette mutation. Parce que mon épaule droite, elle est là pour faire un os, un tendon et pas un lymphocyte. Okay. Par contre, mes cellules souches dans la moelle osseuse, elles sont là pour fabriquer du sang et fabriquer un système immunitaire. Et elles, qu'elles aient cette mutation, c'est pas cool du tout, parce qu'elles vont fabriquer des lymphocytes B et des lymphocytes T qui ne fonctionnent pas super bien. Donc, avec la greffe, je remplaçais l'usine à fabriquer le système immunitaire, mais là, je veux faire de la thérapie génique. C'est quoi ce truc? Puisque je sais que le gène WXF500, il est muté, je vais prélever chez le malade, avec une ponction dans les os, de la moelle. Au laboratoire, dans des façons de faire super clean, dans des espèces de hottes aseptisées, robotisées, où c'est que des trucs mécaniques qui jouent avec des trucs super propres, ça existe déjà. Hein. C'est pas Star Wars que je vous fais. Hein. Ça existe vraiment. Il y a des enfants aujourd'hui qui vivent et qui ont eu ce traitement. Je sais que c'est ce gène qui est muté. Je prends mes cellules de la moelle et je vais venir avec un virus pour aller infecter mes cellules. Mais le virus, c'est méchant, c'est hyper dangereux. Je vais le trafiquer à mort. Je vais lui enlever tout ce qui est méchant chez un virus et je vais garder une seule chose qui est bien chez mon virus, c'est qu'il est capable de rentrer dans le gène. Alors il va rentrer dans le gène, le virus, et en plus je vais lui faire porter le gène en question normal, sans mutation. Et donc le virus, il va aller amener dans les cellules souches de la moelle le gène normal. Les cellules vont l'intégrer, elles vont pousser dans des hôtes robotisées pendant 3-4 jours, elles vont même grossir, se multiplier, et je reviens avec ces cellules et je les réinjecte au malade en ayant juste au préalable fait une très très faible chimiothérapie pour juste fatiguer les cellules anormales et mettre à la place des cellules normales. Mais je greffe moi-même dans moi-même, moi-même guéri dans moi-même qui avait la maladie. Ça s'appelle la thérapie génique. Et ça marche. Ça marche 90%. Dans les maladies où ça a été essayé, les SCID, 90%. Vous m'avez posé taux de réussite. Et la question qui vient après, c'est à long terme, réussite 90%, risque 30%, on fait une leucémie. Merde. C'est quoi cette histoire? On a essayé chez la souris, il n'y a pas de leucémie. C'est quoi ce truc? D'où ça sort? Pourquoi il y a une leucémie? Pourquoi il y a une leucémie? Parce que les virus, on croyait, puis c'est comme ça chez la souris, et c'est comme ça chez le singe, les virus, ils s'intègrent absolument n'importe où, de façon complètement random. Ils rentrent, ils s'intègrent. Donc la probabilité qu'ils allaient s'intégrer dans un gène qui, quand il est chatouillé, donne le cancer, elle était à peu près égale à 0. 1 sur 10 millions. Ça va. Et bien en fait, chez l'humain, les virus, ils s'intègrent préférentiellement à côté des endroits des gènes qui donnent le cancer. Et ces virus-là, en s'intégrant là, ils ont rendu dingue le gène du cancer et ils ont provoqué la leucémie. Et c'était toujours la même leucémie. Ils ont ciblé un gène, ces abrutis de virus. D'abord, les gens qui ont eu la leucémie, il n'y en a que 2 qui sont décédés, c'est triste, mais 2. Et les autres, on a pu leur guérir de la leucémie. Et puis maintenant qu'on a compris, encore une fois, à la recherche, une leucémie, pourquoi une leucémie? On a compris. Maintenant qu'on a compris, on a vu c'était quoi le problème dans le virus. On a modifié le virus pour qu'il aille s'intégrer vraiment au hasard. Et on est avec des virus maintenant de 3e génération. Et il y a présentement, à Paris, à Milan, à Boston, à Los Angeles et au NIH à Washington, un essai global où ils doivent faire exactement la même procédure, chacun 3 malades, pas plus, exactement pareil, sur le SCID, le fameux SCID. Parce que dans le passé, ça avait été fait sur le SCID. Donc ils veulent remontrer que 1, ça marche, et que 2, ce coup-là, c'est safe. Vous allez me dire, mais on n'a pas un SCID, on a un common variable immunodeficiency. Oui, mais quand on va trouver les gènes des maladies, si ça devient safe, cette histoire, vous vous rendez compte, en une procédure, on est capable de guérir à vie quelqu'un. C'est un truc de dingue. Et on a une chance incroyable en immunologie, c'est que c'est facile de faire une thérapie génique sur le système immunitaire, parce qu'il suffit de prendre la moelle. Beaucoup plus compliqué si on a une maladie du foie, beaucoup plus compliqué si on a une fibrose kystique. Comment vous voulez qu'on aille changer les gènes du foie, du pancréas et du poumon? Je ne sais pas moi, prendre un poumon et lui mettre le gène et remettre le poumon. Par contre, le système immunitaire, je sais l'enlever et le remettre. Donc on a une chance incroyable dans notre spécialité. Prenez-le comme une chance et ça sera le mot de la fin. C'est qu'on a une maladie où le système immunitaire, c'est l'endroit où il y a le plus de recherche.
c'est l'endroit où il y a le plus d'innovation, c'est l'endroit où il y a le plus de molécules qui sortent dans tous les sens, et c'est l'endroit où on est en train de faire de la thérapie génique. Donc ce n'est pas demain la thérapie génique pour chacun d'entre vous, mais je peux vous dire que dans le monde où on vit, ça va tellement vite, et comme entre-temps on vous soigne de façon à ce que vous toffiez super bien jusqu'au plus longtemps possible, 90 ans, oui, 100 ans, d'accord, et bien d'ici là, peut-être qu'on vous proposera à certains d'entre vous un jour une thérapie génique, puis vous vous rappellerez de ce jour où j'ai demandé 10 minutes de plus pour pouvoir vous l'expliquer. Je vous remercie.